Bonjour à tous, aujourd'hui on commence le problème 3 donc, du concours général 2024, nommé intersection et réunion. C'est très long, je ne sais pas jusqu'où on ira, ça me paraît très difficile. Donc ici on introduit donc l'ensemble des entiers naturels non nus, donc évidemment une étoile. On nous parle de la partie entière, donc on va rappeler rapidement ce que c'est. Ici il s'agit de l'unique entier relatif n tel que, donc on est x entre n et n plus 1, strictement plus petit que n plus 1, et on vous donne quelques exemples, et on note aussi donc la partie fractionnaire d'un réel, donc c'est x moins sa partie entière, voilà. Et après, on nous parle donc du maximum entre deux nombres, le minimum, ça c'est assez simple. On nous rappelle la définition d'un nombre rationnel, quand il est égal à une fraction sous la forme p sur q, avec p et q antiratifs, et évidemment q non nul, d'ailleurs ici on prend q naturel, et p peut être négatif, voilà. Et on parle donc de fraction irréductible. Voilà. On note ici un ensemble, on en parlera quand ça arrivera dans le sujet. Donc première question, on démarre tout de suite avec donc une question sur la partie entière. Donc on prend soit x, donc un réel quelconque. Premièrement, donc il faut démontrer donc que x moins 1, donc ici est strictement plus petit que la partie entière de x, inférieur ou égal à x. Alors comment est-ce qu'on va procéder? Comment va-t-on procéder? Alors on rappelle, donc la partie entière elle est définie, donc on sait, et ça c'est la définition de la partie entière, que la partie entière de x, donc dans la définition ça joue le rôle de n, elle est donc inférieure ou égale à x, et x est strictement plus petit que la partie entière de x plus 1. Une première chose que vous devez remarquer, c'est qu'ici, dans ce qu'on doit montrer, on a cette partie-là, cette inégalité. En fait, on l'a déjà ici. Donc on a déjà montré ceci. Donc ça, c'est bon, on a une partie déjà démontrée. Maintenant, l'autre. On va faire après du x-1. Donc j'enlève 1. On sait ceci, donc ça veut dire que la partie entière de x moins 1 est plus petit ou égal à x moins 1, qui est strictement plus petit que la partie entière de x plus 1 moins 1, donc partie entière de x. Et regardez, eh bien on a ici x moins 1, qui est bien plus petit strictement que la partie entière de x. Et ça, c'est exactement la deuxième partie de notre encadrement. Donc effectivement, on a bien la partie entière de x qui est donc ici plus petit ou égal à x, et ici, donc strictement plus grande que x moins 1. Donc c'est exactement ce qu'il fallait démontrer. Donc on a déjà fait une première question, ça reste accessible pour l'instant. Pour la question d'après, donc on a donc cet encadrement ici, oui, j'ai enlevé 1, j'ai fait apparaître x-1. Quelque chose qui est intéressant ici, c'est que, donc à gauche, ici, j'ai un entier, que je vais appeler n, d'accord, un entier relatif. À droite, ici, si je fais moins 1 plus 1, j'ai donc ce même entier, plus 1. Donc j'ai n plus 1. Et si je regarde en haut, ce que j'ai surligné en vert, c'est la définition ici de la partie entière de x moins 1. Ça veut dire que donc, la partie entière de x moins 1, elle est donc égale à la partie entière, c'est ce n ici, c'est donc n, c'est donc partie entière de x moins 1. Ça, c'est intéressant. Ça marche pour 1. Si jamais, au lieu d'enlever 1, j'enlève, par exemple, ici, un entier n, donc soit n appartenant donc à z. Si je fais partie entière de x moins n, c'est donc inférieur ou égal à x moins n, strictement plus petit que la partie entière de x, donc moins n, plus ici, donc plus 1. D'accord? C'est vrai que j'ai enlevé n ici à mon encadrement, celui qui est ici, voilà. Je fais donc ici cet encadrement et j'enlève n partout, donc j'ai moins n, moins n, moins n. Et j'ai ceci, et la remarque que je viens de faire, ça appartient donc à z, on va l'appeler grand N, et là, en fait, vous voyez, j'ai grand N plus 1. Donc encore une fois, définition de la partie entière, ça veut dire qu'avec ça, la partie entière de x moins n, c'est donc la partie entière ici de x moins n. Donc ça, c'est une première chose. On a, d'après donc ça, une propriété qui peut être très intéressante. Cette question B, donc on a un n qui appartient à z, y est entre 0 et 1, strictement plus petit que 1, et x c'est donc la somme de n plus y. Donc le but, c'est de trouver donc n et y en fonction de partie entière de x et partie fractionnaire. Donc je rappelle que la partie
fractionnaire donc, de x, d'après le texte, c'est ici, hein, c'est donc le nombre x moins sa partie entière. D'accord? Alors, la partie entière de x, c'est ici donc la partie entière de n plus y. D'après la propriété que j'ai montrée, n est un entier relatif, ça veut dire que ça, c'est la partie entière de y, donc plus n. Or, y est strictement entre 1 et 0, donc ça veut dire que, si je regarde la définition de la partie entière, ici, ça c'est 0, inférieur ou égal à y, strictement plus petit que 0 plus 1. Ici, eh bien, j'ai n, là j'ai n plus 1, ça veut dire que la partie entière de y est donc égale à 0. Hein? Donc, d'après ça, la partie entière de x, c'est donc égal à n. Donc n égale partie entière de x. Donc pour ça, j'ai utilisé donc, la propriété que j'ai démontrée sur partie entière de x moins n. Donc je la note cette petite étoile ici, légèrement verte très claire. Et en orange, c'est la définition de la partie entière. Maintenant, on me parle de la partie donc fractionnaire de x. Donc la partie fractionnaire de x, on a dit que c'était x moins la partie entière de x. Or x, c'est donc n plus y. La partie entière de x, j'ai montré que c'était n. Donc ici, eh bien, ça veut dire que la partie fractionnaire de x, c'est donc égal à y. On a de pense terminer cette question, donc 1b. Dans cette question 2, il est maintenant question d'un ensemble ici, qui est noté donc epsilon ici de x. Alors, la question ici, il faut calculer epsilon de x pour x strictement positif. Donc ça c'est important, donc soit x strictement positif. On rappelle ici que la partie donc epsilon de x, c'est donc l'ensemble des parties entières des multiples de 1 sur x. Donc 1 sur x, 2 sur x, 3 sur x, etc. avec n appartenant à n étoiles. La première question, donc soit x, donc on pose x est égal à 1. Ça veut dire que epsilon de x est donc égal à l'ensemble des parties entières, donc des n. Or, un n est un entier, donc sa partie entière c'est elle-même. Alors, ça c'est pas forcément démontré, donc on va aller regarder. N, il est supérieur ou égal à n. Il est strictement plus petit que n plus 1. Donc toujours la définition de la partie entière me dit, vous voyez, on a n, n plus 1, me dit que la partie entière de n est donc égale à n. D'accord? Ça veut dire qu'ici, eh bien, epsilon de x, c'est donc l'ensemble des entiers n, quand n décrit n étoiles. Donc, ça veut dire que epsilon de x, c'est tout simplement n étoiles. Voilà, une première chose de faite. Maintenant, prenons x strictement plus grand que 1. Alors, ce qu'il faut remarquer, c'est que dans ce cas-là, en inversant, 1 sur x est donc strictement positif, toujours, et strictement plus petit que 1. Donc on cherche déjà les multiples de 1 sur x, avec donc multiples non nuls, eh bien ça veut dire qu'il y a 1 sur x déjà dedans. Ça veut dire que eh bien, la partie entière de 1 sur x, cette fois-ci, elle appartient à epsilon de x. Et la partie entière de 1 sur x, c'est comme x, 1 sur x est entre 0 et 1, eh bien cette partie entière, elle vaut 0. Et donc, 0 appartient bien à epsilon x. Donc, c'est-à-dire que la réponse, ça ne sera pas n étoile, là. Il y a déjà le nombre 0 qui sera dedans. Alors, on peut rappeler rapidement, si un nombre est entre 0 et 1, ça veut dire que votre nombre ici, donc 1 sur x, il est entre 0 et 0 plus 1. Donc, si je reprends toujours ma définition de la partie entière, j'ai un entier plus 1. Donc, ça veut dire que la partie entière d'un sur x, c'est bien 0. Pour illustrer, prenons par exemple x égale à 4. Dans ce cas-là, 1 sur x vaut 0,25. Si vous regardez tous les multiples de 0,25, vous en avez un tous les 0,25, donc ça veut dire que vous allez pouvoir atteindre n'importe quel intervalle. C'est-à-dire si je prends par exemple l'intervalle 34, 35, eh bien j'ai forcément un multiple de 0,25 qui est entre 34 et 35, puisque l'écart ici est donc de 1. Et que j'ai des multiples, j'en ai tous les 0,25. Ça veut dire qu'en prenant les parties entières, eh bien, si je prends un multiple qui est entre 34 et 35, la partie entière sera 34. Et donc, je vais pouvoir atteindre comme ça tous les entiers. Donc, on va le démontrer. Donc, je prends soit grand N appartenant à N. D'accord? Et donc, je vais résoudre grand N inférieur ou égal à donc N sur X, petit
n strictement plus petit que n plus 1. Je vais montrer qu'il y a toujours une solution si je prends n antinaturel. On multiplie donc ici par x, donc on a nx inférieur égal à n inférieur égal à nx plus ici x. Ici, nx plus x, comme x est strictement plus grand que 1, eh bien, la distance, on va appeler donc distance donc entre nx et nx plus x, elle est strictement plus grande que 1. Donc, l'intersection, donc il existe un entier n, on va appeler n0, appartenant à grand N, tel que, eh bien, grand N0 est entre nx et grand nx plus x. Ça veut dire que ici, eh bien, finalement, la partie entière de ce n sur x, elle vaut grand N, et donc, grand N, qui est la partie entière donc de n sur x, eh bien, grand N appartient donc à epsilon de x. Ça veut dire que tous les entiers sont dans epsilon de x. Donc, si on le rédige un petit peu différemment, on va prendre soit grand N appartient à grand N, l'intervalle donc grand nx plus x, d'accord, comme ceci, avec un ouvert à droite ici, donc a une largeur strictement plus grande que 1, donc ça veut dire que, eh bien, il existe un entier n0 appartenant à grand N, tel que grand n0 appartient à nx plus x. Ensuite, on va donc revenir sur notre encadrement. n0 est donc entre nx est strictement plus petit que nx plus x. On divise par x, ça veut dire que n est entre n0 sur x et donc n plus 1. Et d'après toujours la même chose, cette fameuse définition de la partie entière, et ça veut dire que la partie entière de n0 sur x est bien égale à grand N. Donc tous les entiers naturels sont atteints par une partie entière de mon ensemble, epsilon x. Donc ça veut dire que tout grand N, donc grand N, est inclus dans epsilon x. Or, quelque chose que je n'ai pas encore dit, n sur x, on a pris n positif, nx est strictement ici positif, ça veut dire que n sur x est strictement positif, donc les parties entières de n sur x appartiennent à grand N, sur les entiers naturels, ça peut être 0, mais ça veut dire que ça appartient à grand N, et donc ça veut dire qu'epsilon de x est inclus dans grand N. Et donc, par double inclusion, n est inclus dans epsilon de x est inclus dans grand N, donc epsilon de x est égal à grand N. On passe maintenant à la question 3 avec les propriétés P intersection et P union. Je les rappelle, elles sont dans le texte. P intersection, c'est l'intersection des deux ensembles epsilon alpha, epsilon bêta est vide. Voilà, et P union, c'est que l'union des deux est égale à n étoiles. Donc ici, on s'intéresse au cas où le maximum de alpha bêta est égal à 1. Donc question, on considère donc max de alpha et bêta est égal à 1. Donc, quand le maximum de nombre est égal à 1, c'est-à-dire que l'un des deux vaut 1. Donc alpha égale 1 ou bêta est égal à 1. D'accord? Alors, le rôle de alpha bêta, il est symétrique. On peut inverser. Donc, on va prendre, supposons, alpha égale 1. Si bêta égale 1, le raisonnement sera le même. Donc, supposons alpha égale 1. Eh bien, d'après ce qu'on a vu, donc, c'était la question 2a. D'après 2a, on sait que epsilon de alpha, on a montré que c'était n étoiles. D'accord? De plus, on sait que, eh bien, epsilon de bêta est non vide. D'accord? Parce que la partie entière de 1 sur bêta, eh bien, elle appartient à epsilon bêta. Quand on regarde donc ici l'union, l'union epsilon alpha, union epsilon bêta, c'est donc, on a ici n étoiles, union epsilon bêta. Donc, la seule question qu'il faut se poser, c'est dans epsilon bêta, est-ce qu'on a le 0 ou pas? Vous voyez qu'ici, on n'a pas 0. Donc, est-ce que 0 est dans epsilon bêta ou pas? Alors, donc ici, bêta, si donc le maximum est égal à 1, on a donc bêta qui est inférieur ou égal à 1, d'accord? Et on a dit qu'ils étaient tous les deux positifs, strictement. Ça veut dire que 1 sur bêta est donc encore ici donc positif. Par contre, c'est plus grand ou égal à 1. Donc, ça veut dire que pour tout n appartenant à n étoiles,
n sur bêta est donc supérieur ou égal à n. Donc supérieur ou égal à 1. Ça veut dire que hein, la partie entière des n sur bêta est donc supérieure ou égale à 1. D'accord? Donc ça veut dire que 0 n'est pas une partie entière de n sur bêta, donc 0 n'appartient pas à epsilon bêta. Voilà. Et ça c'est intéressant parce que ça veut dire que dans ce cas-là, eh bien dans l'union, vous n'aurez pas le 0, donc ça, l'union, c'est donc n étoiles. Donc premier cas, donc on a pris alpha égale à 1, dans ce cas-là, l'union, c'est n étoiles, et dans ce cas-là, vous voyez que P union est satisfait. P union est une propriété qui est satisfaite. D'accord? Alors, P intersection. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire dans l'intersection? Et si on regarde l'intersection, c'est donc n étoile inter epsilon bêta, c'est non vide. Pourquoi? Parce que epsilon bêta contient la partie entière de 1 sur bêta, et on a dit la partie entière de 1 sur bêta, elle appartient à n étoile. D'accord? Ça veut dire qu'ici, l'intersection n étoile inter epsilon bêta, elle n'est pas vide parce qu'elle contient, elle contient la partie entière de 1 sur bêta. Et donc, ça veut dire que la propriété P intersection, elle est non satisfaite. Alors, supposons maintenant que bêta est égal à 1, eh bien, comme il y a symétrie entre alpha et bêta, on peut échanger, eh bien, ça veut dire qu'on a les mêmes résultats. P union est satisfaite et P intersection est non satisfaite. Maintenant, le B, si le maximum de alpha et bêta est strictement plus grand que 1. Alors, dans ce cas-là, on a soit alpha, enfin, on a alpha strictement plus grand que 1, ou bêta strictement plus grand que 1. Les deux peuvent être strictement plus grands que 1, bien sûr. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? Alors, on avait traité le cas où x était strictement plus grand que 1, donc supposons, on va faire comme tout à l'heure, on va supposer que c'est alpha qui est strictement plus grand que 1. Et donc, pour bêta, ça sera la même chose. Dans ce cas-là, d'après la question donc 2b, on avait vu que si x est strictement plus grand que 1, epsilon donc de x était n. Donc ici, epsilon de alpha est égal à grand n. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on a? Epsilon de alpha union epsilon de bêta, c'est donc grand N union epsilon de bêta. D'accord? Epsilon de bêta est inclus dans grand N, donc ça veut dire que c'est grand N. Donc ça veut dire que P union est non satisfaite. Puisqu'on n'a pas une étoile, on a grand N. L'intersection epsilon alpha inter epsilon bêta. C'est donc n inter epsilon bêta. Mais epsilon bêta est inclus dans n, donc ça c'est epsilon bêta. Et on a vu que epsilon bêta est non vide, puisqu'il contient notamment la partie entière de 1 sur bêta. Donc ça, c'est différent l'ensemble vide. Donc ça veut dire que P inter, elle est ici non satisfaite. Intersection n'est pas vide. Donc les deux ici sont non satisfaites. Question 4a. Donc on prend x un réel, n appartenant à n étoile. Et donc ici, on s'intéresse à la partie entière de n frac de kx. Il faut donc montrer que cette partie entière, elle est dans l'intervalle entier de 0 à n-1. Alors déjà, on va revenir à la définition de la partie fractionnaire. Donc on vous a dit que un fractionnaire donc, de x, pour tout x, fractionnaire de x, c'est x moins la partie entière de x. Alors ici, je rappelle, c'est la question 1a. Donc question 1a, on sait que la partie entière de x, elle est donc entre x et x moins 1. Ça veut dire que moins la partie entière de x, si je multiplie par moins 1, et donc ici on va inverser, elle est supérieure ou égale à moins x, est strictement plus petit que moins x plus 1. Si je rajoute x, ça veut dire que x moins la partie entière de x est donc entre 0 et 1. Donc ça veut dire que la partie fractionnaire, elle est entre 0 et 1. Donc ça, c'est intéressant. Alors, ici, c'était donné dans le texte, d'accord, mais je l'ai vérifié, c'est bien ici, on vous dit que c'est dans l'intervalle 0,1, vous voyez qu'on aurait pu vous demander de le montrer. Et donc, ça veut dire qu'avec ça, la partie fractionnaire donc, de nx, de kx, pardon, donc pour tout k appartenant à grand N, fractionnaire de n de kx, et donc entre 0 et 1. Donc si je multiplie par n, n fois la partie fractionnaire de kx est donc strictement plus petit que n, supérieur ou égal à 0. D'accord? Donc, ça veut dire qu'ici, la
partie entière donc de n frac de x est donc ici positive et strictement plus petit que n. Et comme c'est un entier, eh bien ça veut dire que la partie entière de n fractionnaire de kx est donc inférieure ou égale à n-1. Et un petit passage qui peut-être est un petit peu délicat, c'est celui-ci. Alors, on pourrait justifier ici en remplaçant n donc par n-1 plus 1, et comme ça en revenant toujours à ma définition de la partie entière donc de n frac de kx, elle est strictement plus petite que ce n-1 plus 1, donc cette partie entière, et donc elle est inférieure ou égale à n-1. D'accord? Ça c'est important à rappeler. Question B. Donc ici, on doit démontrer qu'on a deux parties entières ici de n frac de kx, qui sont égales en prenant k et l. Comment va-t-on procéder? Donc on prend, regardez, je prends soit, on va prendre un ensemble E, qui est l'ensemble des entiers qui vont de 0 à n. D'accord? Ça c'est important. Donc, on va regarder, hein, on va prendre E, et on va calculer par E, ça va donner un ensemble F, et F, ça sera donc à chaque élément donc, de E, donc à chaque élément, on va prendre K, je ne vais pas prendre la même lettre, je vais prendre P. À P, on associe donc la partie entière donc de n fois la partie fractionnaire de Px. D'accord? On sait, d'après la question précédente, d'après la question A, on sait que F est inclus dans l'intervalle d'entier de 0 à n moins 1. D'accord? Ça, c'est important. Parce que le cardinal de E, le nombre d'éléments dans E, c'est n plus 1. Et le cardinal de f, c'est l'intervalle, c'est les entiers de 0 à n moins 1, il y en a n. Conséquence, ici, il y a un problème. Oui, vous avez n plus 1 élément au départ, n éléments à l'arrivée. Donc, il y a deux éléments au moins, deux éléments de E au moins, ont même image. Conclusion, il existe donc, eh bien, K et L, un couple, donc K et L, donc on va faire comme ça, KL donc de E, avec K, donc différents, donc deux éléments ici, un distinct. Il existe donc KL éléments de E, donc ça veut dire qu'ils sont entre 0 et n, c'est des entiers, donc entre 0 et n, ça veut dire qu'on a 0. Ici, on va prendre même KL avec K différent d'L, et pour être mieux, je vais prendre K strictement plus petit que L, comme ça je les ordonne. Et donc ici on a 0, inférieur ou égal à K, lui-même strictement plus petit que L, inférieur ou égal à N, puisqu'ils sont dans E, tel que, donc l'image ici, alors si j'appelle ça ma fonction f, eh bien ça veut dire que f de k est égal à f de l, et donc la partie entière de n frac de kx est donc égale à la partie entière de n frac de lx. Et on a terminé cette question, c'est juste une histoire de comparaison de cardinaux. On a donc n éléments ici, enfin n plus 1, n à l'arrivée. C'est bien vraiment l'utilisation de la question précédente auquel il fallait penser. Pour la question C, on attaque là des choses plus difficiles. Donc, on prend m égale l moins k, avec l et k les deux entiers dont on vient de parler, avec les parties entières qui sont égales. Il faut montrer que dans ce cas-là, la frac de mx est donc soit entre 0 et 1 sur n, soit entre 1 moins 1 sur n et 1. Comment va-t-on procéder? Alors tout d'abord, ici, on a deux nombres qui ont la même partie entière. Donc on va regarder ça un petit peu. Dans quel cas est-ce qu'on a la même partie entière? Prenons deux réels qui ont la même partie entière. Alors, je fais un petit dessin. Donc je vais mettre x, la partie entière, donc je vais l'appeler n. Donc x est entre n et n plus 1. C'est-à-dire que x' aussi. Donc si on regarde la différence, x moins x', alors on est soit ici, soit à droite. Hein, d'accord? Ça veut dire que là, on a donc, si je fais x moins x', donc ici on peut avoir x au plus loin ici, x' au plus près de n. Donc la différence, assez évidemment, est entre donc moins 1 et 1. Alors comment on peut montrer ça de façon rigoureuse? Eh bien je note tout simplement, on a dit que x est entre sa partie entière et sa partie entière plus 1. x', c'est la même chose. Mais comme ils ont la même partie entière, je vais laisser x.
Ici, je laisse x. Je fais... Alors, je ne fais pas la différence, on ne peut pas faire des différences d'inégalité, donc je multiplie par moins 1. Donc, moins x', et donc, ici, strictement plus petit qu'entière de x, moins entière de x, moins 1. Et ici, on aura inférieur ou égal à moins partie entière de x. Donc, quand je fais x moins x', j'ajoute en fait ces deux choses-là. Donc, j'ajoute, là, j'aurai que du strict obligatoirement, puisque j'ai une inégalité qui est stricte. Les parties entières ici s'annulent, j'aurai moins 1. Et ici, les parties entières s'annulent, il me reste plus 1. Donc, j'ai bien montré ceci. Donc, ça, c'est une première chose. Donc, appliqué à mes parties entières que j'ai ici, ça veut dire que n frac de k de x moins n frac de L de x, il y a une parenthèse en trop, c'est donc entre moins 1 et 1. Donc si je divise par n, c'est donc frac de kx moins frac de Lx qui est entre moins 1 sur n et 1 sur n. Ça, c'est déjà pas trop mal. L'idée, c'est quand même de faire apparaître k moins L. Donc ça veut dire qu'ici, maintenant, il va falloir aller regarder un petit peu ce qu'on peut faire quand on a la partie fractionnelle, par exemple, d'une soustraction. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire de la partie fractionnaire d'une soustraction? Donc c'est pareil, je prends soit x de réel. Qu'est-ce qu'on peut dire avec ça? Est-ce que c'est par exemple frac de x moins frac de x'? Ce que je vous propose, c'est tout d'abord de regarder un petit peu la partie entière de x moins x'. Donc ici, je construis un encadrement de x moins x'. Donc ici, on aura du strict. J'aurai ici donc moins partie entière de... Alors j'ai partie entière pardon, de x moins partie entière de x' moins 1. Et ici, partie entière de x moins partie entière de x' plus 1. D'accord? Donc ça veut dire que ici, la partie donc entière de x moins x', alors comme on passe partie entière, ici ça sera donc inférieur, supérieur ou égal à la partie entière de x moins la partie entière de x' moins 1, puisque ce sont des entiers. Et ici on a donc ceci plus 1, donc partie entière de x moins partie entière de x', comme j'ai mis inférieur ou égal, ici je peux enlever le plus 1. Ça veut dire que la partie entière de x moins x', elle vaut soit partie entière de x moins partie entière de x', ou alors partie entière de x moins partie entière de x' moins 1. Maintenant, eh bien, je vais reconstruire frac de x moins x', donc je dois faire x moins x' moins la partie entière de x moins x', donc ici j'aurais dû inférieur égal. Je vais avoir donc x moins x' moins le côté droit, puisque j'ai mis un moins, donc partie entière de x plus partie entière de x', et ici le côté droit est passé à gauche, le côté gauche va passer à droite. Donc j'aurai x moins x' moins partie entière de x, plus partie entière de x' plus 1. Ici j'ai donc au milieu la partie fractionnaire de x moins x', qui est donc supérieur ou égal à, ici vous voyez, j'ai frac de x, moins ici frac de x', et de l'autre côté, j'ai frac de x moins frac de x' plus 1. Donc ça veut dire que frac de x moins x', il y a deux possibilités. Soit c'est donc frac de x moins frac de x', ou donc frac de x moins frac de x' plus 1. Maintenant, regardez tout ce qu'on a montré. On a montré cet encadrement ici. On a ici la valeur de frac de x moins x', donc je vais appliquer ça. Ça veut dire que frac de x moins x', donc je vais faire kx moins lx. C'est donc frac, vous avez compris, de mx. Ça va être il y a deux possibilités. Soit ça vaut, donc, d'après ce qu'on a dit, frac, donc, de kx moins frac de lx, ou frac de kx moins frac de lx plus 1. C'est là qu'intervient mon encadrement. Donc, frac de mx, c'est ce qu'il y a entre les deux. Oui. Ça veut dire que frac de mx est donc entre moins 1 sur n et 1 sur n, ou frac de mx plus 1. Ici, frac de mx, c'est ceci, donc plus 1. Donc je rajoute, je vais faire quoi?
Moi, le frac de mx, c'est donc ceci auquel je dois rajouter 1. Et donc, entre 1 moins 1 sur n et 1 plus 1 sur n. On se rapproche de la fin. Je rappelle aussi que frac de mx, par définition, c'est supérieur ou égal à 0. Donc ici, je vais m'occuper du premier encadrement. Donc, ça veut dire que là, ce qui se passe en négatif, ça ne nous intéresse pas. Ça veut dire que ici, frac de mx est donc entre 0 et strictement plus petit que 1 sur n, d'accord? Ou le deuxième, donc pareil, je garde que le positif. Ah pardon, frac de mx, non, je dis c'est plus grand que 0, mais c'est plus petit strictement que 1. Donc ça veut dire que ici, ce côté m'intéresse moins, parce que c'est plus grand que 1. Ça veut dire que là, je vais garder uniquement le 1 moins 1 sur n, plus petit que frac de mx, et donc est strictement plus petit que 1. Et regardez ce que ça nous donne. Eh bien, ça veut dire que, en conclusion, frac de mx appartient donc soit à l'intervalle 0, 1 sur n, ouvert en 1 sur n, ou à l'autre, donc union, bien 1 moins 1 sur n, 1, et on ouvre. Et on a terminé. C'est quand même très très difficile, parce que là on a deux propositions qu'on a montrées, celle-ci et celle-ci avant, qui sont pas évidentes du tout. On passe à la question D. Donc là il y a deux côtés, donc on va d'abord se placer donc, dans le cas où frac de mx est entre donc 1 moins 1 sur n et 1, et on doit, donc ici, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit donc démontrer que déjà la partie entière de umx égale u entière de mx plus u moins 1. Alors, on nous pose donc u, c'est la partie entière de 1 sur 1 moins frac de mx. Ça devient quand même très compliqué tout ça. La première chose qui me vient à l'esprit, c'est un peu de regarder ce partie entière de 1 sur 1 moins frac de mx. Alors, frac de mx, on l'a. Donc, moins frac de mx, je vais l'encadrer. Donc, ici, on aura moins 1 et moins 1 plus 1 sur n. Si j'ajoute 1, 1 moins frac de mx, c'est donc entre 0 et 1 sur n. Donc, quand j'inverse, 1 sur 1 moins frac de mx, c'est donc ici, alors, ce qui va m'intéresser, c'est donc ça sera plus grand que n. Conclusion, si on prend partie entière, déjà on en déduit que u est donc plus grand, donc comme il est plus grand que n strictement, ça veut dire que sa partie entière est supérieure ou égale, déjà, la partie entière de ceci est donc plus grand que n. Donc u est supérieur ou égal à n. Voilà, ça c'est une première chose. Et les deux sont positifs strictement. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Je vais m'intéresser à mx. Donc mx, c'est la partie entière de mx plus sa partie fractionnaire. On nous parle dans la question de u mx, donc je multiplie par u. Donc là, j'ai u mx égale u partie entière de mx fois u fractionnaire de mx. Donc je vais regarder un petit peu ceci. On sait donc que, regardez bien, frac de mx, et donc, je le répète, c'est écrit en haut, c'est entre 1 et 1 moins 1 sur n. Donc si je multiplie ici par u, je suis donc ici entre u moins u sur n et u, d'accord? U sur n, donc c'est plus petit que u, puisque n donc, est strictement, enfin est supérieur ou égal à 1, il est strictement positif, c'est un entier. Ça veut dire qu'ici, on a donc ici supérieur ou égal à u moins 1. Donc si je rajoute la u entière de mx, ça veut dire que u fois partie entière de mx plus u partie fractionnaire de mx, et donc ici, inférieur ou égal à strictement ici et supérieur ici, et donc on aura, à gauche, j'aurai u, donc u moins 1, donc ça me fera u partie entière de mx plus u moins 1, et ici, u partie entière de mx plus u. Donc, encore une fois, on revient sur la définition de la partie entière, parce que là, regardez, en fractionnant par u, c'est donc u fois mx. Donc, umx est entre u partie entière de mx plus u moins 1. Non, plus u moins 1, pardon, on va pas mettre les parenthèses ici, elles ne servent pas. Et là, par contre, c'est partie u entière de mx plus u moins 1 plus 1.
Donc encore une fois, je reviens à la définition de la partie entière. On a ici le nombre n, là on a n plus 1. On en déduit ici donc que la partie entière de umx est donc égale à u fois partie entière de mx plus u moins 1. Difficile. Et on va s'arrêter là, parce que ça devient un peu trop long et un peu trop compliqué, je trouve même pas tout, donc si vous avez des idées pour la suite, n'hésitez pas à les partager, hein. C'est toujours intéressant d'arriver à compléter ces sujets, mais ça devient vraiment très difficile pour des élèves de terminale, et déjà pour moi, donc voilà. Donc, j'arrête ici. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée en espérant que ça vous ait permis d'avancer. Et vraiment, si vous avez des idées pour continuer, ben, n'hésitez pas. C'est un peu le principe aussi. Voilà, à très bientôt.